Bonjour et bienvenue pour une nouvelle review de The Elusive Samurai. Dans ce chapitre 161, les combats continuent toujours et on va voir de quel côté penche la victoire. Tout d'abord, Tokiyuki et Fubuki se battent toujours, mais en même temps, ils échangent leurs points de vue sur leurs ambitions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir l'avis de Fubuki sur le refus de Tokiyuki de vouloir perdre sans chercher la victoire. Fubuki explique alors que Tokiyuki préfère fuir pour cacher sa faiblesse, et ce n'est pas entièrement faux, car effectivement, le combat n'est clairement pas le fort de Tokiyuki, même s'il a déjà quelques victoires éclatantes à son actif. Cela dit, seul l'héritier Hojo n'aurait clairement rien pu faire, mais sa force vient de ses alliés, et ça, Fubuki l'oublie un peu vite, car au moment où il réussit à bloquer Tokiyuki, ce qui est déjà un exploit, maître de la fuite qu'il est, c'est déjà pas mal, Ayako vient à sa rescousse en assénant un puissant coup de masse qui brise l'une des épées de Fubuki. Et, comme le dit bien Ayako sur cette case, c'est elle qui prêtera la force qu'il manque à Tokiyuki, et on peut étendre cela à tous les alliés du jeune garçon. C'est donc un intéressant échange de vues qu'on a là, et ça semble perturber Fubuki, qui soudainement prend la fuite. Ce qui est assez cocasse, car peu avant, il avait justement dit que la fuite était un aveu de faiblesse. Donc c'est assez amusant, mais bon, il a l'air perturbé. Est-ce que c'est la... Oui, je vais le dire, mais est-ce que c'est la baffe de Takoji qui le perturbe? Parce que il dit j'ai froid, machin, mais il avait déjà dit un peu ça avant de partir au combat, et Ronao l'avait rassuré, donc je sais pas très bien si finalement cette espèce de potion magique de Takoji a finalement perturbé Fubuki plus qu'il ne le fallait, ou alors c'est un moyen pour Moronao de le garder en vie, qu'il ne combatte pas à mort Tokiyuki. Bon, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème, mais bref, on sait pas très bien ce qui se passe. Mais en tout cas, Fubuki s'en va. Bon, je trouve ça légèrement décevant, parce que j'aurais aimé quand même que le combat se termine d'une manière un peu moins abrupte. Je veux dire, bon, voilà, il y a deux trois phrases justes d'Ayako, mais bon, ça suffit à perturber Fubuki et il s'en va, quoi. Bon, un peu dommage, mais bon, voilà, tant pis, c'est comme ça. J'espère qu'il y aura donc un troisième round plus tard, mais ça, on verra. D'ailleurs, en parlant de ce combat, effectivement, Tokiyuki avait raison, il n'a pas gagné, mais il n'a pas perdu non plus. Et c'est bien de voir que Tokiyuki est donc lucide, il sait bien qu'il n'a pas gagné, mais il se promet tout de même d'un jour le surpasser. Et donc ça c'est pas mal, parce que j'ai l'impression que c'est la première fois que Tokiyuki veuille véritablement progresser en combat. Donc c'est une évolution intéressante. Même si je sais qu'au tout début du manga, il avait justement demandé à Fubuki de l'entraîner pour qu'il puisse protéger ses serviteurs. Mais bon, ça t'est resté quand même limité, et bon, au final, il a toujours été aidé par ses compagnons, ce qui est très bien, ça change un peu des héros de shonen. Donc c'est pas une critique, mais voilà, c'est intéressant de voir que c'est aussi il refait cette réflexion, et donc il veut donc devenir plus fort pour alors pouvoir régler ses comptes à Fubuki, qui apparemment est devenu vraiment méchant. Ça, on verra plus tard. Dans les autres combats, les soldats alliés ont du mal face aux soldats zombifiés de Moronao, qui ont aussi été qui ont bu la potion magique de Takoji, donc qui est sa bave, c'est ce genre très spécial. Mais c'est alors qu'Utsunomiya rentre en scène. Ce général est d'habitude uniquement là pour faire peur aux soldats, avec son expression très sérieuse et sa grosse voix. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est étrange parce que les soldats zombifiés, vu dans l'état qu'ils sont clairement pas sensibles au charisme effrayant d'Utsunomiya. Mais ce dernier m'a très largement surpris quand il a commencé à démolir tous les soldats zombifiés en quelques coups, aussi puissants que rapides, le tout dans une pleine page, une fois encore vraiment impressionnante. Usai Matsui s'est toujours épaté quand il utilise toute une page, c'est franchement toujours incroyable. La puissance des coups est vraiment bien retranscrite dans cette page, et j'ai presque mal pour les soldats zombifiés, c'est dire. Donc encore une fois, quand Usai Matsui fait une pleine page, ça rigole pas. Cela dit, ma surprise de voir Utsunomiya aussi puissant sans être partagé par les alliés du général, quand on voit leur tête médusée, quoi. Moi personnellement, je pensais honnêtement qu'Utsunomiya était juste là pour le bluff et l'intimidation, mais apparemment il cachait bien à son jeu.
C'est un peu comme Kusunoki, le stratège de l'empereur, et adepte de la fuite comme Tokiwoki. Bon, t'as l'impression que c'est juste un stratège, et au final, en fait, il y a quelques chapitres, hein, donc, ben en fait, il était très bon aussi à l'épée, donc comme quoi, il y a des gens qui savent très bien cacher leur jeu. Du côté de Tokujumaru, il est toujours reprise avec Moroyasu, et semble en mauvaise spiritude d'ailleurs, mais cependant, Kojiro Eshina arrive à la rescousse en balayant l'arrière-garde de Moroyasu. Cette fois-ci, bah, c'est Moroyasu qui se retrouve face à Tokujumaru, Kojiro Eshina, donc les choses sont inversées. Il n'y a plus de duel, mais cette fois-ci, c'est Moroyasu qui se trouve tout seul. Il n'y a pas de chance pour lui. Mais bon, puissant comme il est, il arrive à gérer ses trois adversaires, ce qui est plutôt impressionnant, parce que on sait très bien que Kojiro Eshina et Tokujumaru sont quand même d'excellents combattants, même si c'est encore des enfants. Enfin, je crois que Shina est un peu plus âgé, hein, mais voilà, franchement, c'est déjà pas mal pour lui. Cependant, ce combat semble agacer Moroyasu, qui fonce alors sur Tokujumaru, mais il est bloqué par Kojiro Eshina dans une position assez vulnérable, et Tokujumaru en profite pour tenter de donner le coup fatal. Malheureusement, ça n'atteint que le menton de Moroyasu, qui donc échappe à la mort de très peu. Mais en même temps, moi je suis encore une fois ravi par la technique pensée par Yusei Matsui. Hein, donc c'est Kojiro et Shina ne sont pas là pour tuer Moroyasu, mais pour permettre à Tokujumaru de donner le coup fatal et ainsi venger son serviteur que Moroyasu avait tué juste avant le début du combat. On voit donc ici que la coalition entre les armées d'Akiye et les quelques forces Hojo sont en parfaite harmonie, et c'est encore plus symbolique quand c'est pour aider le fils de Nita Yoshisada, le pourfendeur de Kamakura. Mais comme je l'ai dit plus haut, Moroyasu en réchappe de très peu et décide de fuir comme Fubuki un peu plus tôt. Cela dit, c'était intéressant de voir un Moroyasu en panique face à un coup qui aurait pu lui être fatal. C'est bien la première fois qu'on voit ça. Et donc on peut mesurer l'exploit créé par la combinaison Kojiro Shina Tokujumaru. Parce que franchement, pour acculer Moroyasu à un tel point, et qui flippe vraiment, hein, on voyait vraiment, je crois qu'il a vu la mort arriver en face. Il faut y aller quand même, c'est vraiment très fort. Du coup, toutes ces défaites du clan Shigaga commencent à inquiéter Moronao, ce qui est aussi un fait assez important parce que Moronao, c'est pas quelqu'un du genre très vite inquiet. Mais là, il commence à se dire, ça sent mauvais, parce qu'il a vu ses multiples offensives échouer, l'une après l'autre. Du coup, il décide de jouer le tout pour le tout en tentant de localiser Akie et ensuite le tuer pour détruire le moral de ses troupes. C'est encore une fois une stratégie excellente, hein, parce qu'effectivement, je pense que si tu es le leader de l'armée coalisée d'en face, ça va donner un bon coup à toutes les troupes. Donc encore une fois, Moronao, même s'il s'inquiète, il a encore une excellente stratégie. Lui, il se démonte jamais. Hein. Mais du coup, savoir Moronao en chasse est plutôt inquiétant, et nul doute qu'il trouvera finalement Akie grâce à son armée de Tengu. Hein, c'est ses espions qui l'envoient toujours partout, et c'est comme ça qu'il sait un peu tout ce qui se passe dans le champ de bataille. Du coup, j'ai un peu peur pour la vie d'Akie, parce que si quelqu'un de la trempe de Moronao le prend en chasse, ça sort aussi le sapin. Mais ça, on verra au prochain chapitre, car celui-ci est terminé. Il ne reste qu'une mystérieuse stratégie de Shijuku, ayant pour but d'elle aussi supprimer le général en chef des armées Ashikaga, Moronao. On verra donc qui de Moronao ou de Shizuku saura supprimer le général adverse en premier. Sur ce, donc, comme j'ai dit, le chapitre est terminé, donc c'est très vieux aussi. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 162. Au revoir.